Passager de Robert Silverberg. De moi, il ne reste que des fragments. Des pans entiers de ma mémoire se sont détachés pour s'en aller à la dérive, tels des morceaux de glacier. Il en est toujours ainsi quand un passager nous quitte. Nous ne pouvons jamais être certains de ce qu'ont pu faire ces corps qu'on nous confisque. Il ne nous en reste que des traces, des empreintes, comme le sable qui s'accroche à la bouteille, ballottée par la mer, comme les douloureux élancements qui subsistent dans la jambe amputée. Je me lève, je rassemble mes esprits, mes cheveux sont en bataille, j'y passe un peigne. Le manque de sommeil creuse mes traits, j'ai un goût amer dans la bouche. Mon passager s'en serait-il servi pour mâcher des excréments? Cela leur arrive, ils sont capables de tout. C'est le matin, un matin gris, incertain. Je le contemple un moment, puis je frissonne et j'opacifie la fenêtre. Je me retrouve devant la surface également grise, incertaine, du panneau intérieur. Ma chambre est en désordre. Y ai-je amené une femme? Les cendriers sont pleins. J'y trouve plusieurs mégots tachés de rouge à lèvres. Oui, une femme est venue. J'effleure les draps. Ils sont encore tièdes de chaleur partagée. Mais elle est partie. Le passager est parti, et moi je suis seul. Combien de temps cela a-t-il duré cette fois? Je décroche le téléphone et j'appelle le central. Quel jour sommes-nous? La voix féminine et neutre de l'ordinateur me répond. Vendredi 4 décembre 1987. Quelle heure? 9h51. Heure de la côte Est. Bulletin météo? Fourchette de température prévue pour aujourd'hui. De -1 à +3 degrés Celsius. Température actuelle, -0,5 degrés Celsius. Vent du nord soufflant à la vitesse de 25 km/h. Risque de précipitation négligeable. Qu'est-ce que vous conseillez pour la gueule de bois? Aliment ou remède? Tout ce que vous voudrez. L'ordinateur y réfléchit un instant, puis décide de me fournir les deux et active ma cuisine. Du jus de tomate s'écoule du robinet. Des œufs se mettent à frire. La fente médicinale crache un liquide violacé. L'ordinateur central est toujours très attentionné. Je me demande si les passagers l'empruntent. Quel frisson leur procurerait-il? Confisquer le million d'intelligence contenu dans le central devrait être beaucoup plus excitant que d'occuper temporairement l'âme imparfaite et pleine de court-circuit d'un être humain. Le 4 décembre, vendredi, le passager m'a donc accaparé 3 nuits. Je bois la substance violacée et je sonde ma mémoire avec prudence, comme on tâte une plaie purulente. Je me rappelle mardi matin. Problèmes au travail. Les courbes s'obstinent à sortir de travers. Le chef de service est à bout de nerfs. Il s'est fait emprunter 3 fois en 5 semaines par des passagers, ce qui perturbe la bonne marche de son service et compromet sa prime de Noël. D'ordinaire, on évite de pénaliser les gens en cas d'absence pour cause de passagers, mais il a tout de même l'air de croire qu'on sera injuste avec lui. Ce n'est pas drôle pour nous. Il faut sans cesse réviser les courbes, trafiquer le programme, revérifier 10 fois les principes de base. Et voilà, les prévisions détaillées concernant les variations de cotes sur les valeurs des entreprises publiques pour la période février-avril 1988. Cet après-midi-là, on doit se réunir pour discuter des courbes et de leurs enseignements. Je ne me souviens pas de mardi après-midi. C'est à ce moment-là que le passager a dû m'emprunter. Peut-être au bureau, voire dans la salle de conférence elle-même, avec ses murs lambrissés d'acajou, pendant la réunion. J'imagine des visages roses et soucieux qui se pressent autour de moi. Je tousse, je perds l'équilibre, je dégringole de ma chaise. Les autres secouent la tête d'un air triste. Personne ne tend la main vers moi. Personne n'essaie de m'arrêter. Vouloir s'interposer face à quelqu'un qui abrite un passager présente un trop grand danger. Il y a toujours le risque qu'un autre passager rôde dans les parages à l'état incorporel et cherche une monture. Alors on m'évite. Je quitte l'immeuble. Et ensuite,
Seul dans ma chambre en cette morne matinée de vendredi, je mange mes œufs brouillés en tâchant de reconstituer ces 3 nuits perdues. C'est impossible, bien sûr. Durant la période d'occupation, la conscience fonctionne, mais la quasi-totalité des souvenirs accumulés disparaît lorsque le passager se retire. Il n'en reste qu'un résidu impalpable, une pellicule grumeleuse de souvenirs ténus, fantomatiques. Une monture n'est jamais tout à fait la même après. Même si elle ne se remémore pas les détails, elle ressort de l'expérience subtilement changée. J'essaie de me souvenir. Une fille ? Oui, le rouge à lèvres sur les mégots. Du sexe, donc, ici même, dans ma chambre. Jeune, vieille, blonde, brune. Tout est embrumé. Comment s'est comporté mon corps occupé ? Ai-je été bon amant ? Quand je suis moi-même, je m'y efforce. Je me maintiens en bonne forme. À 38 ans, je tiens 3 sets au tennis sans faiblir les après-midi d'été. Je sais rendre les femmes radieuses ainsi qu'elles doivent l'être. Je ne me vante pas, je me classe simplement dans une catégorie. On a tous nos aptitudes. Telles sont les miennes. Mais j'ai entendu dire que les passagers prennent un malin plaisir à contrer ces aptitudes. Le mien a pu s'amuser à sa façon en me trouvant une femme, puis en m'obligeant à l'échec répété. L'idée me déplaît souverainement. Les brumes se dissipent dans mon esprit. Le remède prescrit par le central fait vite son effet. Je mange, je me rase, je reste sous le vibrateur jusqu'à ce que ma peau soit toute propre, puis je m'acquitte de mes exercices physiques. Le passager en a-t-il fait autant mercredi et jeudi matin ? Probablement pas. Il faut donc que je rattrape le retard, et à l'approche de la quarantaine, on ne récupère plus son tonus si facilement. Les genoux bien raides, je touche 20 fois de suite mes orteils du bout de mes doigts. J'effectue des ciseaux. J'enchaîne une série de pompes. Mon corps a beau avoir été maltraité, il répond. Voilà le premier élément positif depuis mon réveil, sentir ce chatouillement interne, constater que je possède encore quelque vigueur. Ce qu'il me faut maintenant, c'est de l'air frais. J'enfile mes habits et je sors. Je ne suis pas obligé de me présenter au travail aujourd'hui. Si, là-bas, on sait que j'ai un passager depuis mardi après-midi, on n'est pas censé savoir qu'il m'a quitté vendredi avant l'aube. Je m'offre donc une journée de congé. Je vais marcher dans les rues, dédommager mon corps pour les excès qu'il a subis. Je pénètre dans l'ascenseur. Je descends de 50 étages jusqu'au rez-de-chaussée. Là, je sors dans la grisaille de décembre. Les tours de New York se dressent tout autour de moi. Sur la chaussée, les voitures se succèdent sans interruption. Au volant, chacun reste vigilant. On ne peut pas deviner quand le conducteur d'un véhicule tout proche va se faire emprunter et souffrir brièvement d'un défaut de coordination. Bien des gens perdent ainsi la vie dans les rues et sur les routes. Jamais un passager. J'entreprends de flâner sans but. Je traverse la 14e rue et je prends vers le nord en prêtant l'oreille au ronron assourdi mais agressif des moteurs électriques. Je vois un jeune garçon danser la gigue en pleine rue et j'en déduis qu'il se fait chevaucher. À l'angle de la 5e avenue et de la 22e rue, vient vers moi un monsieur ventru, l'air prospère, la cravate de travers. Le Wall Street Journal du matin dépasse de la poche de son pardessus. Il pouffe, tire la langue. Une monture. Une monture, je l'évite. Je presse le pas et j'atteins le tunnel qui passe sous la 34e en direction de Queens. Je m'arrête pour observer 2 adolescentes qui se querellent sur la voie piétonnière. L'une d'elles est noire. Elle roule des yeux effrayés. L'autre la pousse contre la rambarde. Une monture, elle aussi. Mais ce n'est pas le meurtre que son passager a en tête. Seulement un peu d'amusement. La jeune noire que l'autre vient de lâcher s'effondre par terre en tremblant, puis se relève et s'enfuit au pas de course. La monture happe une longue mèche de cheveux brillants entre ses lèvres, la mâchonne, puis paraît se réveiller. Elle a l'air hébétée. Je détourne la tête. On ne regarde pas émerger un compagnon d'infortune. Les autres ont un code moral entre eux. Bien des mœurs tribales nouvelles ont surgi en ces temps obscurs. Je repars à vive allure. Où vais-je donc si vite ? J'ai déjà parcouru 1,5 kilomètre. On dirait que je poursuis un but, comme si mon passager, tapis sous mon crâne, persistait à me donner ses instructions. Pourtant, je sais qu'il n'en est rien. Pour l'heure, au moins, je suis libre. Mais comment en être certain ? Le cogito ergo sum ne s'applique plus. On continue à penser lorsqu'on devient monture, et notre existence se poursuit, empreinte d'un désespoir muet. On est dans l'incapacité de modifier notre course.
quel qu'en soit le potentiel autodestructeur. Je suis sûr de pouvoir distinguer l'état de monture de celui d'individu libre. Enfin, je le crois. Peut-être que je transporte un passager particulièrement diabolique qui, plutôt que de me quitter, s'est contenté de trouver un refuge dans mon cervelet et de m'abandonner une illusion de liberté tout en m'aiguillant subrepticement vers un but connu de lui seul. A-t-on jamais eu davantage qu'une illusion de liberté? Dérangeante, l'idée d'être une monture à mon insu. Tout à coup, je suis en nage, et pas seulement du fait de ma longue promenade. Arrête-toi donc ici même. Pourquoi continuer? Tu es arrivé à la 42e rue. Tiens, voilà la bibliothèque. Rien ne t'oblige à aller plus loin. Fais une halte, me dis-je. Repose-toi sur les marches. Je m'assis sur la pierre froide, et je songe que cette décision-là, c'est moi et moi seul qui l'ai prise. Mais est-ce bien le cas? C'est la vieille polémique du libre arbitre opposé au déterminisme, mais sous la forme la plus traîtresse qui soit. Le déterminisme n'est plus une abstraction pour philosophes. C'est un être froid, venu d'ailleurs, dont les tentacules s'infiltrent dans les boîtes crâniennes. Les passagers sont arrivés il y a 3 ans. Depuis, j'ai été 5 fois monture. Notre monde a beaucoup changé. Mais même à ça, on s'est adapté. Oui, adapté. On a ses mœurs nouvelles. La vie continue. Les gouvernements gouvernent. Les assemblées législatives se réunissent. Les places boursières effectuent leurs transactions comme à l'ordinaire, et on dispose de certains procédés pour contrebalancer la désorganisation ambiante. Quel autre choix aurait-on? De se recroqueviller dans un coin en s'avouant vaincu? Nous voici confrontés à un ennemi qu'on ne peut pas combattre. Au mieux, il nous reste la résistance par l'endurance. Alors, on endure. Je sens la froideur de la pierre. Peu de gens viennent s'asseoir là en décembre. Je me le dis encore. C'est de mon plein gré que je suis parti pour cette longue promenade, de mon plein gré que j'ai fait cette pause. Je me répète que, pour le moment, je n'accueille aucun passager. Peut-être. Je demeure incapable de me persuader que je suis libre. Le passager aurait-il implanté en moi une instruction en retardement? Aller jusque-là, s'arrêter ici? C'est possible aussi. Je regarde les autres personnes sur les marches. Un vieux assis sur un journal, les yeux dans le vague. Un gamin de 13 ans environ, nez épaté. Une femme rondelette. Sont-ils tous chevauchés? Aujourd'hui, j'ai l'impression que les passagers me cernent. Et plus j'observe les montures, plus je me crois libre, du moins pour le moment. La dernière fois, j'ai joui de 3 mois de vacances entre 2 chevauchés. On dit que certains ne sont presque jamais vacants, que leur corps est très demandé, et qu'ils ne connaissent la liberté que par brèves périodes, un jour par-ci, une semaine par-là, voire 1 heure seulement. On n'a jamais pu déterminer le nombre de passagers qui infestent notre planète. Peut-être des millions, peut-être seulement 5, qui sait. Des tourbillons de neige clairsemés descendent du ciel grisâtre. Le central disait les risques de précipitations négligeables. Il le chevauche donc aussi ce matin. Et là, je la vois. Elle est assise, 5 marches plus haut, à une 30aine de mètres de moi en diagonale. Sa jupe noire retroussée au-dessus des genoux révèle des jambes superbes. Elle est jeune, ses cheveux sont d'un bel auburn foncé, elle a les yeux clairs. À cette distance, je ne peux dire de quelle couleur exacte. Elle est vêtue avec simplicité. Elle n'a pas 30 ans. Elle porte un manteau vert sombre et son rouge à lèvres tire sur le mauve. Elle a des lèvres pleines, le nez fin et busqué, des sourcils bien épilés. Je connais cette fille. J'ai passé les 3 dernières nuits avec elle, dans ma chambre. Oui, c'est bien elle. Chevauchée, elle est venue à moi, et chevauchée, j'ai couché avec elle. J'en suis certain. Le voile des souvenirs se déchire, je revois son corps mince étendu sur mon lit. Comment se fait-il que j'en garde le souvenir? L'impression est trop forte pour n'être qu'une illusion. De toute évidence, on m'a autorisé à me rappeler cet élément-là, pour des raisons qui m'échappent. Et ce n'est pas tout. J'entends encore les petits cris étranglés que le plaisir lui a arrachés. Je sais alors que mon corps ne m'a pas fait défaut pendant ces 3 nuits, que j'ai su satisfaire cette fille. Mais il y a plus. Le souvenir d'une musique sinueuse, un parfum de jeunesse dans ses cheveux, le chuchotis des arbres en hiver. Je ne sais trop comment elle me ramène en arrière, vers une ère d'innocence, une époque où je suis encore jeune et où les filles sont un mystère, le temps des fêtes et des soirées dansantes, de la chaleur humaine et des secrets.
Elle m'attire. Dans ces cas-là aussi, il y a un protocole à respecter. Il est de mauvais goût de vouloir entrer en contact avec quelqu'un qu'on a rencontré chevauché. Ces instants-là ne vous accordent aucun privilège. Une inconnue demeure une inconnue, quoi qu'on ait pu lui dire ou faire l'un avec l'autre durant une rencontre involontaire. Et pourtant, elle m'attire bel et bien. Pourquoi cette transgression du tabou, ce manquement manifeste au protocole? Cela ne m'est encore jamais arrivé, j'ai toujours été scrupuleux en la matière. Et voilà, je me relève et je longe ma marche jusqu'à me retrouver directement au contrebas de cette jeune femme. Je la regarde et elle, machinalement, croise les chevilles et modifie l'orientation de ses genoux, comme si elle se souciait de pudeur. Je devine, à cette initiative, que nul passager ne la chevauche pour le moment. Nos regards se croisent. Ses yeux sont d'un vert brumeux. Elle est très belle, et je fouille ma mémoire pour savoir en détail ce qui s'est passé entre nous au lit. Je monte marche après marche jusqu'à elle. « Salut !» lui dis-je. Elle pose sur moi un regard inexpressif. Elle n'a pas l'air de me reconnaître. Son regard est voilé, comme souvent juste après le départ du passager. Elle plisse les lèvres et me toise avec un certain détachement. « Salut !» me répond-elle avec froideur. « Je ne crois pas qu'on se connaisse. »« En effet, mais j'ai l'impression que vous n'avez pas envie d'être seul là, tout de suite. En tout cas, moi, je n'en ai pas envie. » Du regard, j'essaie de lui faire comprendre que mes intentions sont tout ce qu'il y a de plus honnête. Il ne va pas tarder à neiger pour de bon. On pourrait aller se mettre au chaud. Il faut que je vous parle. De quoi? Allons ailleurs et je vous le dirai. Je m'appelle Charles Roth. Et moi, Helen Martin. Elle se lève. Elle n'a pas encore renoncé à sa neutralité glaciale. Elle est soupçonneuse, mal à l'aise. Mais au moins, elle ne refuse pas de m'accompagner. Ce qui est plutôt bon signe. Est-ce qu'il est trop tôt pour l'apéritif? Je m'enquère. Je l'ignore. Je ne sais même pas l'heure qu'il est. Un peu avant midi. Va pour un verre quand même, réplique-t-elle. Et on échange un sourire. On entre dans un bar de l'autre côté de la rue. On prend place face à face dans la pénombre et on discute, elle, un daiquiri, moi, un Bloody Mary. Elle se détend quelque peu. Je me demande ce que j'attends d'elle. J'ai plaisir à me trouver en sa compagnie, c'est certain. Alors, est-ce sa compagnie au lit que je recherche? Mais ce plaisir-là, je l'ai déjà eu, et pendant 3 nuits, bien qu'elle n'en ait pas conscience. Non, c'est autre chose. Quelque chose de plus. Mais quoi? Ses yeux sont injectés de sang. C'est qu'elle n'a pas beaucoup dormi ces 3 dernières nuits. Ça a été très désagréable pour vous? Je lui demande. Quoi? Le passager. La réaction ne se fait pas attendre. Son expression change. Comment savez-vous? Je le sais, c'est tout. On n'est pas censé parler de ça. J'ai les idées larges. Mon passager à moi m'a évacué pendant la nuit. Il me chevauchait depuis mardi après-midi. Le mien n'est parti qu'il y a quelques heures, je crois. Ses joues se colorent. Pour elle, aborder ce sujet est osé. Il me chevauchait depuis lundi soir. C'est pour moi la 5e fois. Pour moi aussi. On joue distraitement avec nos verres respectifs. Un lien se crée entre nous sans qu'il nous soit nécessaire de parler. Notre expérience récente sous la coupe d'un passager nous donne un point commun, même si Helen ne sait pas à quel point ces expériences ont été partagées de manière intime. On fait connaissance. Elle est étalagiste. Elle habite un petit appartement à quelques rues d'ici, seule. Elle veut savoir ce que je fais de mon côté. Analyste financier. Elle sourit. Elle a des dents parfaites. On commande une seconde tournée. Je suis à présent certain qu'il s'agit de la fille que j'ai ramenée chez moi quand j'étais chevauché. L'espoir germe dans mon esprit. Un heureux hasard nous a réunis après que nous avons dû nous séparer dans notre état de rêve. Un heureux hasard aussi a fait qu'un vestige de rêve m'est resté en tête. On a vécu quelque chose ensemble, je ne sais quoi, et cette chose a dû être très agréable pour laisser en moi une empreinte aussi vivace. Maintenant que je suis à nouveau mon propre maître, je voudrais revenir vers elle en toute conscience et reprendre nos relations de manière plus authentique. Ce n'est pas bien, j'abuse d'un privilège qui ne m'appartient pas, sinon par la grâce du bref séjour de notre passager en nous. Et pourtant j'ai besoin d'elle, je la désire. De son côté, elle semble avoir besoin de moi aussi, sans comprendre qui je suis, mais la crainte la retient. J'ai peur de lui faire peur, je m'efforce de ne pas pousser trop vite mon avantage. Peut-être m'emmènerait-elle chez elle dès maintenant,
Mais peut-être pas. De toute façon, je ne le lui demande pas. On finit nos verres. On convient de se retrouver le lendemain sur les marches de la bibliothèque. Je lui effleure fugitivement la main, et tout à coup, elle n'est plus là. Ce soir-là, je remplis 3 cendriers. En mon fort intérieur, je dépasse sans cesse du bien fondé de ma démarche. Je ferais peut-être mieux de laisser cette fille tranquille. Je n'ai aucun droit de la poursuivre ainsi. Dans ce monde, ou plutôt dans ce qu'est devenu le monde, il est plus sage de ne pas s'attacher. Oui, mais de vagues souvenirs viennent me harceler quand je repense à elle. La lumière brouillée des occasions manquées derrière des escaliers, des rires de jeunes filles dans les couloirs d'étage, des baisers volés, des thés accompagnés de petits fours. Je revois la fille qui avait piqué une orchidée dans ses cheveux, celle à la robe rayée, celle au visage d'enfant et aux yeux de femme, toutes ces filles qui remontent si loin, ces filles perdues pour moi, disparues. Et je me dis que celle-là, au moins, je ne la laisserai pas m'échapper, que je ne permettrai pas qu'on me l'enlève. Vient le matin, un samedi matin serein. Je retourne à la bibliothèque sans trop compter l'y retrouver. Mais si, elle est bien là, sur les marches, et le seul fait de la voir m'accorde une espèce de répit. Elle me paraît méfiante, troublée. Manifestement, elle aussi a beaucoup réfléchi et peu dormi. On remonte côte à côte la 5e avenue. Elle se tient tout près de moi, mais sans me prendre par le bras. Elle avance à petits pas vifs et nerveux. J'ai envie de proposer qu'on aille chez elle, plutôt qu'au bar. Par les temps qui courent, on a intérêt à agir vite tant qu'on est libre, mais ce serait une erreur d'en faire une stratégie, et je ne l'ignore pas. Toute hâte grossière ne pourrait avoir que des conséquences fatales. Cela me vaudrait peut-être de remporter une victoire ordinaire, mais au-dedans, il y aurait une défaite retentissante. De toute manière, elle ne semble guère d'humeur encourageante. Je la regarde. Il me vient des idées de musique pour instruments à cordes et de chutes de neige fraîche, mais elle lève les yeux vers le ciel d'ardoise. « Je les sens qui me regardent en permanence, » dit-elle, « comme des vautours qui tourneraient là-haut en attendant patiemment de fondre sur leur proie. » Il existe un moyen de les combattre efficacement. On peut s'emparer çà et là de lambeaux de vie pendant qu'ils sont occupés ailleurs. Ils sont tout le temps en train de nous regarder. Mais non, ils ne peuvent pas être assez nombreux pour ça. Parfois, tout de même, ils regardent ailleurs. Et pendant ce temps, 2 êtres ont la possibilité de se retrouver pour partager un peu d'intimité. À quoi bon? Vous êtes trop pessimiste, Hélène. Ils nous laissent tranquilles pendant des mois d'affilée. Tout n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu. Mais j'échoue à briser la coque d'angoisse qui l'emprisonne. Elle est pétrifiée par la proximité des passagers. Elle préfère ne rien être du tout, tant elle redoute que nos tortionnaires ne nous ôtent ce qu'on réussit à devenir. Une fois devant chez elle, j'espère qu'elle va baisser sa garde, m'inviter à monter, et sa résolution faiblit, un bref instant seulement. Elle prend ma main et me sourit. Mais bientôt son sourire s'efface, et voilà qu'elle s'en va, en m'abandonnant ces mots. « Rendez-vous demain à la bibliothèque, à midi. » Je fais tout le trajet de retour à pied dans le froid. Ce soir-là, je me laisse gagner par le pessimisme d'Hélène. En effet, il est vain de chercher à sauver quelque chose de nos existences. Pis, il est cruel de ma part de débusquer cette fille, de vouloir lui offrir un amour incertain alors que je ne suis pas libre. Je me dis qu'en ce monde, on devrait au contraire se tenir à bonne distance d'autrui, de manière à ne faire de mal à personne quand on se retrouve capturé puis chevauché. Le lendemain matin, je ne vais pas au rendez-vous. Je veux me persuader que c'est mieux ainsi. Je n'ai pas à la traiter de cette façon. Je l'imagine à la bibliothèque, elle se demande pourquoi je suis en retard, s'énerve, s'impatiente, puis se met carrément en colère. Elle m'en voudra de ne pas être venue, mais cela ne durera pas. Elle m'oubliera bien vite. Le lundi, je retourne au travail. Naturellement, personne n'évoque mon absence. Tout se passe comme si je n'avais pas manqué un seul jour. Le marché est fort ce matin. Le travail m'accapare. Je ne repense à Hélène qu'en milieu de matinée. Mais une fois que l'idée m'est venue, impossible de la chasser. La lâcheté dont j'ai fait preuve en lui posant ce lapin, la puérilité de mes sombres réflexions samedi soir. Pourquoi accepter aussi passivement le destin? Pourquoi baisser les bras? Voilà que tout à coup j'ai envie de me battre, de me ménager un abri sûr au sein des circonstances adverses. Je suis convaincu que c'est réalisable. Il se peut très bien que les passagers ne nous perturbent plus jamais. Quant à ce sourire fugitif l'autre jour, devant chez elle, ce bref instant pendant lequel elle a rayonné, elle aurait dû me faire comprendre que derrière son rempart d'appréhension,
Elle entretenait les mêmes espoirs que moi. Elle attendait que je lui ouvre la voie, et au lieu de cela, je suis resté chez moi. À l'heure du déjeuner, je me rends à la bibliothèque, persuadé que cela ne servira à rien. Mais elle est là. Elle fait les 100 pas sur les marches. Le vent fouette sa silhouette élancée. Je m'approche. Elle reste un instant silencieuse. « Salut !» finit-elle par dire. « Je suis désolé pour hier. Je vous ai attendu longtemps. » Je hausse les épaules. J'avais décidé qu'il était inutile de venir, mais j'ai changé d'avis. Elle s'efforce d'avoir l'air fâchée, mais je sens qu'elle est contente de me revoir. Sinon, pourquoi serait-elle là? Elle ne peut dissimuler son plaisir secret, pas plus que moi. Je désigne le bar d'en face. « Un daiquiri, pour faire la paix ?»« D'accord. » Aujourd'hui, l'endroit est bondé, mais on finit tout de même par trouver un box. Il y a dans les yeux d'Hélène une vivacité que je n'ai encore jamais vue. Je pressens qu'en elle, une barrière s'apprête à céder. « Vous avez moins peur de moi. »« Je n'ai jamais eu peur de vous. Ce dont j'ai peur, c'est de ce qui peut arriver si on court le risque. »« Il ne faut pas, il ne faut pas. »« Je sais, mais certains jours, la situation me semble tellement désespérée. Depuis qu'ils sont là, on peut quand même essayer de vivre nos vies. Peut-être. On doit essayer. Hélène, faisons un marché. Fini le pessimisme. Fini de s'en faire pour les catastrophes qui pourraient arriver. D'accord ? Un silence. Puis une main fraîche sur la mienne. Entendu. On termine nos verres. Pour payer, je présente mon central crédit. Puis on ressort dans la rue. Je voudrais qu'elle me demande d'oublier le travail cet après-midi et de la suivre chez elle. Elle va forcément me le proposer tôt ou tard, alors le plus tôt sera le mieux. On marche jusqu'au carrefour. Elle ne me propose rien de tel. Sentant le combat intérieur qui la mine, j'attends sans intervenir qu'elle atteigne sa conclusion. On traverse un second carrefour. Elle m'a pris par le bras, mais ne me parle que de son travail, du temps qu'il fait. Une conversation distante, à bout de bras en quelque sorte. Au coin de la rue, elle bifurque dans la direction opposée à celle de son immeuble, comme pour reprendre le chemin du bar. Je m'efforce d'être patient. Je me dis qu'à présent, il n'y a plus de raison de brusquer les choses. Son corps n'a aucun secret pour moi. On a tout fait à l'envers, en commençant par l'aspect physique. À présent, il va falloir du temps pour revenir en arrière et vivre le plus difficile, ce que certains appellent l'amour. Mais bien sûr, elle ne sait pas qu'on s'est connus de cette manière-là. Le vent nous souffle des flocons de neige au visage, et je ne sais comment, la morsure du froid éveille un peu d'honnêteté en moi. Je sais ce que je dois dire. Il faut que je renonce à l'avantage injuste que je détiens sur Hélène. Quand j'ai été chevauché la semaine dernière, j'ai ramené une fille dans ma chambre. Pourquoi parler de ça maintenant? Parce qu'il le faut, Hélène. Cette fille, c'était vous. Elle s'immobilise et se tourne vers moi. Les gens nous dépassent à toute allure sur le trottoir. Hélène est livide. Des taches rouges sombres se forment sur ses joues. « Ce n'est pas drôle, Charles. » Je ne plaisante pas. Vous êtes resté en ma compagnie de mardi soir à vendredi matin. « Et comment pouvez-vous le savoir ?» Je le sais, c'est tout. J'en garde un souvenir très clair. J'ignore pourquoi, mais cela m'est resté. Je revois très bien votre corps dans tous ses détails. « Ça suffit, Charles. » On s'est très bien entendu. C'est pour cela qu'on a dû plaire à nos passagers. Vous revoir, c'était comme s'éveiller après un rêve, et se rendre compte qu'il ne s'agissait pas d'un rêve, mais de la réalité, que la fille du rêve était bien réelle. « Non !»« Allons chez vous et recommençons. »« Vous faites exprès d'être dégoûtant, et j'ignore pourquoi, mais vous n'avez aucune raison de tout gâcher ainsi. Les choses se sont peut-être passées comme vous le dites, mais de toute façon, vous n'avez aucun moyen de le savoir, et puisque vous n'en savez rien, vous n'auriez pas dû en parler, et... Vous avez une tache de naissance de la taille d'une pièce de monnaie sous le sein gauche, à une dizaine de centimètres. Elle laisse échapper un sanglot et se jette sur moi, là, en pleine rue. Ses longs ongles argentés me griffent les joues. Elle me bourre de coups de poing. Je lui saisis les bras. Maintenant, ce sont ses genoux qui m'assaillent. Personne ne nous prête attention. Les passants partent du principe qu'on nous chevauche et détournent la tête. Elle se débat telle une furie, mais mes bras forment autour d'elle comme un cerclage de métal qui la réduit à renâcler énergiquement. Son corps est tout contre le mien. Je la sens rigide, en plein désarroi. D'une voix contenue mais pressante, je lui dis « On les vaincra, Hélène. On va achever ce qu'ils ont commencé.
Ne te bats pas contre moi, tu n'as aucune raison de le faire. Je sais, c'est un coup de chance extraordinaire que je me souvienne de toi, mais laisse-moi t'accompagner, je te prouverai que ta place est avec moi. Lâchez-moi. Je t'en prie, Hélène. Pourquoi serions-nous ennemis, toi et moi? Je t'aime. Tu te souviens quand on était plus jeunes, qu'on jouait à être amoureux? Moi, en tout cas, tu as dû faire ça, toi aussi. Quand on avait 16, 17 ans, tous ces secrets chuchotés, toutes ces intrigues, ce n'était qu'un jeu, on le savait bien. Mais ce jeu-là est fini. On n'a plus les moyens de se provoquer les uns les autres, puis de se défiler. On a si peu de temps à notre disposition, seulement les moments où on n'est pas chevauché. On doit se faire confiance, s'ouvrir l'un à l'autre. Non, il ne faut pas. Mais si, ce n'est pas parce qu'une coutume absurde veut que deux montures de passagers s'évitent mutuellement qu'on est obligé d'obéir. Écoute-moi, Hélène. Dans le ton de ma voix, quelque chose perce ses défenses. Elle cesse de se débattre. Son corps est tout à coup moins raide contre le mien. Elle relève sur moi des yeux au regard encore brouillé, un visage strié de larmes et dont l'expression commence à se dégeler quelque peu. « Fais-moi confiance, Hélène, fais-moi confiance !» Elle hésite, puis me sourit. À cet instant précis, j'éprouve la sensation trop familière d'une aiguille de glace qui s'enfonce profondément dans ma nuque, et je me raidis. Mes bras retombent le long de mon corps. L'espace de quelques secondes, je perds le contact avec la réalité. Et quand la brume se dissipe, rien n'est plus comme avant. « Charles !» dit-elle. « Charles !» Elle se mordille les phalanges. Je tourne les talons sans plus me préoccuper d'elle et je pénètre dans le bar. Un jeune homme est assis dans un des box près de l'entrée. Sa chevelure d'ébène est toute luisante de brillantine. Il a les joues lisses. Nos regards se croisent. Je prends place en face de lui. Il commande à boire. On n'échange pas un mot. Ma main s'abat sur son poignet et s'y maintient. Le serveur qui apporte nos boissons fronce les sourcils d'un air désapprobateur, mais ne dit rien. On boit nos cocktails d'un trait et on pose nos verres vides devant nous. « Allons-y, » dit enfin le jeune homme. Je me lève et je le suis. C'était Passager, une nouvelle de Robert Silverberg. Si vous avez apprécié cette lecture, merci de liker, commenter et de vous abonner à la chaîne. À bientôt.